Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mettez au même niveau avec monsieur, sinon on n'est pas monter sous tête là au caca. Ou mettre. Bon. Vous donnez. C'est ça, frère. Ça là, même on a parlé de photographie, de bails comme ça. Hein? Ah oui. Ah, Henri, ça. Oh, mais ben, nous sommes entre nous, mon cher. Continuer. Jean-Emmanuel, tu es pas ici pour chanter, ok? Jaloux. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Henri, tu liras après. Oui. Pardon. Alors, on est là. On est habitué. Les trois mousquetaires, oui, on en a l'habitude. Oui. Trois mousquetaires, parce que Franz n'est pas là, le devoir le retient ailleurs, Gessler non plus. Gessler est englué dans une cuisine depuis 2 semaines. Depuis au moins 2 semaines. Messieurs, alors, j'aurais aimé, c'est vrai, hein, que Franz ait pu être là cet après-midi pour regarder ce premier dossier qui est l'Ukraine. Qui est cette situation dans le Bakhmout. Et comme Pierre-Emmanuel est là, c'est le représentant de France, mesdames, messieurs, il va pouvoir nous dire que peut-être j'avais raison. C'est très complexe. Comment je peux me dire que c'est très complexe? Oui, et c'est pas complexe du tout. Ce que je voyais dans cette attitude, cette façon de faire de la Russie, d'amener ouvertement, ça ne veut pas dire que l'armée américaine ne l'a pas fait avec des mercenaires, mais un petit peu de manière honteuse, en les cachant un peu, n'est-ce pas? Mais là, c'est les mercenaires qui prennent le devant, n'est-ce pas?
Et voilà des situations qu'on a, des situations à savoir que il y a une guerre ouverte dans la guerre, n'est-ce pas, ou dans la guerre, même dans le camp des Russes. C'est le chef de Wagner qui veut prendre les devants et qui annonce tout ce qui va arriver. Il y a une lutte pour le pouvoir au sein même de l'armée russe et on me dira tout ce qu'on voudra. Parce que moi, ce qu'on me sert souvent, Henri qui a encore sa virginité, un petit peu de virginité, bientôt il va la perdre, la virginité, n'est-ce pas? Vieux garçon. Parce qu'on nous fait comprendre que toute l'information que vous avez ici, c'est des informations occidentales. Hein? Vous comprenez que les choses se présentent peut-être mieux, mais on vous présente la chose de cette manière-là. Les sorties qu'on voit de M. Prigojine, là, c'est des sorties des montées de lait et puis qui vraiment frisent l'indécence, qui frisent une guerre dans la guerre ou une deuxième guerre dans... Et ça, là, moi, je ne vois pas la faute ou la main de l'Occident qui contourne ou détourne les vraies affaires pour nous présenter l'aspect le plus laid et critiquable de l'armée russe, n'est-ce pas? Je vois une réalité qui est décrite et il fallait s'y attendre d'ailleurs. Il y a deux choses. Est-ce que c'est complexe toujours? Oui, c'est complexe. Bon, c'est ok. très complexe. Il y a deux choses. La première chose, tu as essayé encore une petite vite, et je te prendrai d'abord sur la petite vite. C'est vrai que la grande presse occidentale présente souvent une information biaisée, est-ce que c'est intentionnel, mais qui ne donne pas tous les sons de la musique. OK? Ce qui fait qu'il faut aller chercher, Je vais l'équilibre. juste ici, parce que c'est bon hein, d'être en petit groupe, Oui. juste ici dire que toute l'information que nous traitons, y compris Jean-Emmanuel qui vient de critiquer la presse occidentale, c'est des informations de l'Occident, c'est des informations de la presse occidentale qui nous présente les aspects, les bons aspects comme les mauvais aspects de cette guerre, n'est-ce pas? Oui. Nous ne traitons pas de l'information. De l'autre côté, Jean-Emmanuel, il y a une seule information, l'information officielle. Si on ose apporter comme des images telles qu'on a vues dans la presse occidentale, eh ben, ce journaliste est bon pour être à la prison. Mais, tu me laisses parler? Mais Good. je te laisse. Alors, Je la redis ferme. ce qu'il ne faut pas oublier. Je ne suis pas en train de dire que la presse dont je fais partie, même quand on se présente comme la presse alternative, donne de fausses informations. Ce n'est pas ça. L'information en soi est ce qu'elle est, même quand, moi, quand j'enseigne à mes étudiants, quand j'enseigne à mes étudiants en journalisme sur l'objectivité, etc., l'objectivité est un rêve. Même une caméra de photo, ok, une séance photo, une démarche n'est pas objective parce qu'il y a l'être humain derrière. Donc ça veut dire que tu as toujours le choix qui est fonction d'une subjectivité. Bon, ceci étant dit, quand on regarde l'information qui est rapportée, la ville de Bakhmut, la ville de Zaporijjia tombe, est récupérée, etc. Ce sont des informations concrètes qui sont ramenées par tout le monde. Ce que j'évoque, moi, ce sont les analyses qui sont derrière. Et c'est toute la campagne qui veut présenter le bien d'un côté, et la presse participe là-dedans, le bien d'un côté et le mal de l'autre. On a vu la même chose, et c'est toujours l'approche de certains pays occidentaux, les Américains en premier, tu es avec moi ou tu es contre moi. Et c'est à peu près l'approche aussi, comme tous les empires. Autant que tu as les empires occidentaux ou l'empire américain, autant tu as d'anciens empires devenus nouveaux ou avec des prétentions, et la Russie, que ce soit la Russie soviétique ou l'autre, la Russie qu'on a en ce moment, c'est la même chose. Alors, ce que je veux qu'on comprenne, parlons des faits. le problème est que, et c'est ça toute la différence entre nous, tu es dans la dynamique du
Poutine, Satan et du Dieu occidental. Non, non, Moi, non, je ne suis fais pas ça. dans... C'est vrai, Non, mais Dieu. si tu me fais ça, là, tu m'infantilises Non, comme ça, du se peut tout, pas. du tout. C'est pas de Et l'infantilisation. je vois... Et tu sais que j'ai Henri raison. me dit que Et je tu sais que devrais... j'ai raison. Et Henri me dit que je devrais, je vois, je suis son regard, que je devrais me vexer de me laisser traiter de cette manière-là. Non! Tu devrais même être indigné. Indigné en plus là. Mais Jean-Emmanuel, combien de fois moi je monte au créneau pour décrier, pour critiquer ce que fait un gouvernement occidental. Mais c'est à l'occasion. Quand tu disais tout à l'heure, Henri doit, nous allons pousser dans le bain, n'est-ce pas, qu'il se mouille un peu là, sinon il va crier Abba, Abba, n'est-ce pas? Oui, absolument. Alors, cela dit, Henri, quand un envahisseur entre, quelles que soient les circonstances, et c'est la plus grande puissance, ou la deuxième plus grande, ou la troisième plus grande puissance militaire au monde, qui envahit un pays proche voisin, n'est-ce pas? Il est difficile d'avoir de la sympathie pour l'envahisseur. C'est logique d'avoir de la sympathie pour le petit. Si on peut voir une lutte entre, comment dirais-je, David et Goliath, et qu'on va prendre forcément pour Goliath, n'est-ce pas? C'est difficile. Dieu, as-tu jamais eu une quelconque sympathie? Non, mais je ne peux pas avoir de sympathie pour Vladimir Poutine. C'est pas maintenant. Non, mais regarde, mais il faut pas y aller avec des préjugés. Ce que nous avons connu. Maintenant, dans cette guerre-là, Vladimir Poutine n'a pas une tête sympathique, mais pas du tout. Pas du tout. Celui qui va lui trouver une tête sympathique fait moi, je trouve appel... une tête très sympathique. Ah, ben voilà. Et ton langage te trahit. Voilà. Parce que tu parles d'envahisseur. Ben Alors oui, que oui. Poutine dit qu'il se défend, et il défend les citoyens d'origine russe qui vivent en Ukraine. Mais regarde là, il peut dire ce qu'il veut parce qu'il y a toujours un narratif. Et c'est là où je suis d'accord avec Jean-Emmanuel lorsqu'il va me parler de construit pour amener cette guerre, n'est-ce pas, dans un sens qu'elle soit acceptable. On va nous dire toutes sortes d'affaires. On va corriger, on va dénazifier, etc. Ça, c'est les prétentions de Vladimir Poutine. Mais ça ne se fait pas en droit international s'en prendre, s'attaquer. Et si vous avez un différend avec un pays, la Russie fait partie de ces pays qui ont mis sur pied l'ONU, n'est-ce pas? Alors, vous ne pouvez pas contourner les règles de droit qui sont établies et aller vous en prendre à un pauvre petit pays. Alors, moi et là, mais de toute façon, c'est connu. Jean-Ernest et moi, on ne sera jamais d'accord sur cette question. Non, mais restons à Prigojine, l'attitude de Prigojine. Oui, c'est ça, parce que c'est ça qui est complexe. Je voulais juste faire une virgule tout à l'heure. Effectivement, tu as raison. On est en train de glisser là-dedans, alors que c'est pas ça l'essentiel. L'attitude de Prigojine était prévisible. C'est quelqu'un, d'abord, qui se sent une autorité internationale, parce que Prigojine et son groupe Wagner, le groupe Wagner se trouve impliqué dans beaucoup d'événements à travers le monde, et on fait appel à Wagner pour trouver des solutions. On sait, ce sont des mercenaires, ce sont des gens qui ont de l'expérience de la guerre, etc., et qui n'ont pas peur de foncer et qui vont avoir des résultats. Le problème, c'est que dans la guerre en Ukraine, Prigojine a commencé à donner des résultats. Ces hommes vont prendre les risques que l'armée ne prend pas. Et c'est ce qu'il a dénoncé d'ailleurs cette semaine. Et il perd des hommes, mais le plus inquiétant, c'est qu'il commence à manquer de munitions. C'est-à-dire que tu ne peux pas m'envoyer sur le front avec un certain nombre de garanties et en cours de route, je me retrouve comme quasiment de la chair à canon. Et c'est un peu ce qui explique la colère de Prigojine. Mais c'est quelqu'un qui a toujours eu ce type de sortie. Et c'est là, par exemple, on va critiquer
Vladimir Poutine, parce que maintenant, il risque dans cette rhétorique, dans cette compétition établie entre Prigojine et l'armée russe, parce que c'est comme ça il se met en face de l'armée russe, comme tu l'as dit, une guerre à l'intérieur de la guerre, toute maison divisée s'effondre. Il n'y a pas à sortir de là, et j'espère que très rapidement, on va rétablir la situation, que les Russes vont réussir à rétablir la situation. Sinon, c'est la perte assurée. Quand je dis j'espère, c'est un terme impropre, c'est-à-dire Vladimir Poutine. Ça trahit ta position. Ça ne trahit rien du tout. Ça ne trahit rien du tout. Alors, cela dit, messieurs, moi, vous ne comprenez pas toujours ma position. Cet aspect-là de la guerre me fait comprendre que la Russie n'est pas si autocratique que ça, où Vladimir Poutine n'a pas ses 3 mains sur le levier de la guerre. Et puis, Prigojine, c'est pas un étranger pour Vladimir Poutine, là. Il fait partie des bons amis de la cuisine, des bons amis de Vladimir Poutine. Parce que un élément qui est capable d'aller recruter dans des prisons du pays, n'est-ce pas? Et ce n'est pas seulement pour cette guerre en Ukraine, là, mais aussi pour d'autres guerres en Afrique, etc. Aller dans des prisons, recruter des condamnés à mort ou je ne sais quoi, là, n'est-ce pas? Et les faire sortir, il faut avoir de l'autorité. Mais dans de ce bras de fer, qui est engagé avec l'armée russe, je comprends que les autorités de l'armée russe ne répondent pas nécessairement de Vladimir Poutine. Si c'était le cas, je crois qu'il y aurait eu une influence assez rapidement faite de la part de Vladimir Poutine pour subordonner les officiers, les généraux à Prigojine, à l'ordre de Prigojine. Or, Prigojine est en train de faire des sorties sur la scène publique, n'est-ce pas, pour forcer la note et obtenir des munitions pour continuer cette guerre. Donc, les officiers, je parle peut-être pas des officiers, mais les généraux de l'armée russe ont leur agenda et suivent leur agenda suivant les règles, les règles de la guerre pour eux. Et Prigojine a ses règles. On dit à Prigojine, continuez selon vos affaires. On ne peut pas vous exclure de cette guerre, vous mettre en dehors de la guerre. Alors, je ne sais pas qui chante là. Non, c'est toi. Mais c'est pas moi qui chante. On me fait chanter, je ne sais pas là qui. Est-ce que c'est Jess qui m'envoie cette musique? Oui. Bon, alors. Je te dis que c'est toi. Alors, juste fermer la fenêtre. La fenêtre n'est pas fermable. Alors, Jess, pendant que tu essaies de fermer la fenêtre, et moi je pense que je ne reviendrai pas sur le débat presse occidentale, presse russe, non, etc., ça c'est derrière nous. Mais je poserais la question, et si c'était une stratégie? Alors, j'ai pensé à la stratégie aussi. J'ai pensé, mais tu vois, il faut aussi penser que la Russie peut perdre cette guerre aussi. Alors, tu vois, quand tu dis ça, là, ça encore trahit ta position. Tu ne crois pas que la Russie peut perdre la guerre. Oui, la Russie peut perdre la guerre. Non, attends. Ouais. Quand on a Zelensky qui annonce à tout vent, d'accord, qu'il est en train de se préparer pour une contre-réaction. Une contre-offensive, oui. Une contre-offensive. Hein? Donc, quand on a ça, alors, l'idée dans l'art de la guerre, c'est de montrer que l'ennemi hésite. L'ennemi est hésitant et se querelle même entre eux pour mieux
rejaillir. Donc, il laisse Zelensky. Moi, je pense que dans cette guerre, ça c'est la réalité de cette guerre, je pense que la Russie a tout donné. Ce qui reste à la Russie à donner, là, c'est l'arme atomique. Non. Non, moi, je crois. OK. Je crois parce que Bakhmut, c'était la ville à prendre pour commencer à redorer l'image de l'armée russe. Or, ça fait des mois, là, qu'on se casse les dents sur Bakhmut. C'est pas facile et c'est très complexe, Jean-Emmanuel. Si c'était si facile, je pense qu'on serait rentré là-dedans. Et il y a quelque chose de très précis. À un moment donné de cette guerre-là, messieurs, on est arrivé à nous dire que Bakhmut tombe dans... Une question d'heure. Question d'heures, de jours ou au plus d'heures, n'est-ce pas? Ou au moins d'heures, Bakhmut va tomber. Et puis, Volodymyr Zelensky dit non. Tous les stratèges ont dit à Volodymyr Zelensky, cette ville-là, pour laquelle la Russie semble faire vraiment un point d'orgue, comme on dit, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est pas un point stratégique de cette guerre. Laissez tomber. Non, nous n'allons pas laisser tomber. Et c'était la position. Et si on est là plusieurs mois plus tard, c'est que ce n'est pas facile à prendre parce que il y a quelque chose, lorsqu'on attaque l'ennemi sur son propre terrain, il y a des choses qu'on ne sait pas. Ils avaient presque barré toutes les routes, sauf une route, et les Ukrainiens sont encore là à Bakhmut. Et au contraire, les Russes sont en train de reculer au moment où on se parle. Il y a quelque chose. Il y a la contre-offensive qui a commencé. Alors, il faut comprendre aussi que la Russie utilise beaucoup de ses réserves. Est-ce que l'information sur les problèmes de munitions évoqués par Evgeny Prigojine, est-ce que c'est réel? C'est possible parce qu'en même temps, tu ne peux pas laisser aussi clairement apparaître des difficultés alors que tu es en plein dans une guerre. Pourquoi Vladimir Poutine a utilisé Prigojine, qui est vu comme une espèce de grenade dégroupillée et qui est connu en tant que tel personnage haut en couleur, etc. Est-ce qu'il est en train de dérailler ou bien comme a dit Henri tout à l'heure, c'est une stratégie pour laisser comprendre qu'on est en train de faiblir? Parce que le Poutine, moi je continue de croire que les sorties de Prigojine ne sont pas calculées. Okay? Non. Je crois que je pense dans ce sens-là. Il est devenu une épine au pied plus qu'autre chose. Mais dans la réalité, je ne serais pas prêt à faire le saut jusqu'à présent que c'est une guerre que Vladimir Poutine peut perdre. Je ne pense pas que la Russie va perdre. Je pense que au mieux, la Chine va venir en aide à Vladimir Poutine pour éviter l'humiliation. Et à partir des sorties de Prigojine, vous avez toute une série, et le numéro 2 du pouvoir chinois s'est rendu là-bas et ils sont en train de mener vraiment de bonnes démarches, de vraies démarches pour arrêter la guerre. Pourquoi? Parce que Xi Jinping avait dit à Vladimir Poutine, non, vous êtes une grande puissance, vous n'allez pas dans ça parce que le risque de perdre la guerre, lorsque... Avez-vous compris mais que Vladimir... Non, mais Vladimir Poutine... C'était autre chose. Vladimir Poutine, oui. Vladimir Poutine, au moment où ça a commencé à être moins comme dans du beurre, là, il a systématiquement utilisé le langage de la guerre nucléaire. Et à partir du moment où on lui a dit aussi qu'il ne pouvait pas mener une guerre nucléaire, entre autres Xi Jinping, entre autres les Occidentaux et Joe Biden, alors il a fait une guerre comme conventionnelle, n'est-ce pas? Et cette guerre conventionnelle, il semble qu'on ne peut pas la gagner seul contre tous.
Mais il y a... Parce que c'est ça aussi. Lorsqu'on parle de possibilité de pénurie de munitions, Jean-Emmanuel, mais c'est à tous les jours qu'on utilise ces munitions-là. Il faut les fabriquer là pour les remplacer, ces munitions-là. Ce qu'il faut comprendre en termes d'approche stratégique de la part de l'Occident. Tout le monde est impliqué dans la guerre, sauf que, par Ukraine interposée, sauf que c'est la Russie qui agresse l'Ukraine. Mais c'est une guerre entre l'OTAN et la Russie. L'Ukraine est un épiphénomène, est un pion dans la bataille, et on l'avait analysé. Plus que jamais, l'OTAN, comme on dit en créole, Mopiki, l'OTAN qui était en train de mourir est redevenu une puissance, s'est refait une santé à la faveur de cette guerre, et c'est pourquoi la guerre va se poursuivre. Les Américains, par exemple, souvent je dis que le Canada ne parle qu'à travers les Américains. En dehors du fiole, enfin, comment il s'appelait, du secrétaire d'État américain à l'ONU, de Colin Powell, et que Jean Chrétien avait dit non, on n'y va pas. En dehors de ça, c'est toujours dans les pas des Américains. Encore pire, la Grande-Bretagne, c'est encore pire. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Dans la foulée de cette visite, et tu fais bien de souligner la démarche de la Chine, remarquez que la démarche de la Chine n'est pas nouvelle, la Chine a toujours prôné une solution de paix pour mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, parce que ça n'arrange pas les affaires de la Chine, les avancées de la Chine. Donc, le numéro 2 chinois qui se trouve maintenant en Europe et qui y va avec l'Union européenne, des visites bilatérales, etc., des échanges bilatéraux, c'est pour essayer aussi de calmer le jeu, mais essayer de mettre l'Occident, certains pays qui ont une attitude plus décente que d'autres dans cette guerre, leur dire qu'il faut aussi jouer votre rôle. Par exemple, quelqu'un comme Emmanuel Macron avait commencé à jouer un rôle intéressant, mais brusquement, tous les va-t-en-guerre, et là je pense à la Pologne, je pense à la Grande-Bretagne, il y a eu cette remontée parce qu'il ne faut pas que la guerre se termine. Alors, non, c'est plus que ça. C'est plus complexe que ça, Jean-Emmanuel. C'est pas juste... Non, il ne faut pas que la guerre se termine parce qu'on veut en finir avec Poutine. Mais c'est ça l'objectif de la guerre. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'on veuille en finir avec Poutine. On ne finit pas avec une grande puissance comme... c'est les années 86 qu'on a vu la détérioration du système, 90, n'est-ce pas, de Moscou avec l'Union soviétique. On aurait pu vraiment finir avec le système. Mais on en avait fini avec. Non, mais il y a quand même toutes ces armes-là qui sont aujourd'hui utilisées par la Russie. Mais c'est des armes, des vestiges de l'Union soviétique qu'on utilise. Donc, on n'avait pas enlevé toutes ces armes. L'Ukraine en avait, mais on les a remises à la Russie. Cela dit, la guerre fait mal à toute l'économie internationale. Il n'y a personne qui veut de cette guerre-là. Mais d'un autre côté, dites-moi, pour un pays qui a l'intention de devenir membre de l'OTAN, qui n'attendait que la réponse de l'OTAN pour adhérer à l'OTAN, et ce pays se fait attaquer, et vous me dites qu'on devrait le laisser résoudre ses problèmes par lui-même. Mais non. Le fait, par exemple, qu'on fasse la démonstration à la Russie que tu ne peux pas changer les règles du jeu comme ça, sans t'en prendre à un pays qui n'a absolument rien fait, parce que tu présumes que si ce pays devient membre de l'OTAN, l'OTAN va pouvoir avoir ses soldats en face de tes portes. Enfin, mais ça, c'est des prétentions et ça ne suffit pas pour envahir un pays. Ah, mais ça c'est ta version des faits. Et parce qu'il faut cesser de dire que la Russie n'avait pas de motif
et la Russie avait des motifs. Et le premier motif, c'est l'emprise de plus en plus grande des États-Unis et de l'OTAN dans la région. Donc, ça, c'est la première chose qui a dérangé Poutine. Attaque-toi aux États-Unis. Attaque-toi à l'OTAN. Ne t'attaque pas à un pauvre petit pays comme ça, là. Non, mais l'Ukraine est juste à côté. Ouais. L'Ukraine, c'était le dernier bastion. Dernier bastion, la Russie de Poutine a dit non, pas question. Et la facilité. Surtout, mais de quel droit tu dis que le pays n'a pas le droit d'appartenir à une organisation de son choix? Parce que l'entente avait été faite. Non, il n'y a aucune entente. Oh. Il n'y a aucune entente qui soit signée là. Il n'y a aucune entente écrite. Ah ben oui. Mais il y a une entente verbale. Mais... Et de toute manière, le problème, c'est que les États-Unis, l'OTAN et l'Occident de manière générale n'ont jamais respecté quoi que ce soit. Donc, oui, mais non, je suis d'accord avec Henri sur le fait que la première approche était les inquiétudes. C'est exactement les mêmes raisons pour lesquelles la Russie avait décidé de récupérer la Crimée, par exemple. C'est-à-dire que et souvent, je sais que chaque fois, Jean-Ernest dit qu'on revient, qu'on remonte l'histoire, pas dans ma cour. Pourquoi que c'est valable pour les Américains et pas pour la Russie? C'est-à-dire, si on se rappelle la crise des missiles à Cuba, pas dans ma cour. C'est la même chose par rapport à la Russie. Mais sur la question ukrainienne, il y avait une entente, pas un accord, mais une entente entre... Ça ne suffit pas. L'acte qui est posé, c'est un acte d'agression, Jean-Emmanuel. Moi, je ne cautionnerai jamais. Vous cautionnez l'attaque. Bon, on ne s'entendra pas. Moi, je ne cautionne pas ça. Non, mais j'ai dit que... Ah non, ça ne veut pas dire qu'on cautionne l'attaque. Ah non, j'ai dit... Non. Henri, que moi je dis, tu connais cette expression? C'est légitime. Tu connais cette expression? Laquelle? Qu'on ne peut pas être enceinte à demi? Ou tu es enceinte ou tu n'es pas enceinte? Est-ce que tu vois la logique dont je parlais? C'est blanc ou noir, c'est Dieu ou Satan. Non. C'est-à-dire que tu... Absolument. Non, mais alors que toi, tu disais que j'exagérais un peu avec toi au début. Non, mais tu finis la discussion sur le sans aucune nuance de gris. Noir ou blanc. Non, mais regarde là, c'est une agression. Mais ce que je te dis là, quelle que soit la raison, ta femme te dit des bêtises. Ben, ta femme là, c'est pas une athlète qui peut te battre, n'est-ce pas? Tout ce que tu fais, tu es vraiment très fâché, mais tu quittes la maison. Oh. Oui, ben oui. Oh, non. Tu quittes quand tu dis, tu vas faire un tour. Non, tu vas respirer. Non, mais c'est la comparaison que j'aime. C'est parce que tu es dans un contexte, parce que ce que tu dis, le géant qui peut être contre la vertu, d'abord. Le géant là-dedans, Jean-Emmanuel, c'est la Russie. L'autre, l'Ukraine, c'est un petit poussin. Alors, moi, je ne peux pas voir des abus de cette nature-là, aller s'en prendre à l'autre, là, lui tabaucher, etc. Non. Moi-même, avec la seule chose, moi, personnellement, je serais et je suis contre toute forme d'agression, parce que je ne pourrais pas tout le temps être en train de dénoncer les agressions à répétition de certains pays qu'on connaît bien, et dans le cas de la Russie, ne pas dénoncer une agression de la part de la Russie sur l'Ukraine. Et là, je ferme ton micro. Non, je ferme ton micro maintenant. Non, la seule chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre entre l'Occident et l'Ukraine. Et la Russie a malheureusement, dans cette guerre par Ukraine interposée, a dû intervenir en Ukraine pour stopper l'hémorragie de l'OTAN. Et bien compté, comme on dit en créole. Bien compté, bien calculé. Mal calculé. On fait la pause commerciale, mesdames, messieurs. On revient pour la suite dans un instant. Restez là.
Bonjour, c'est Bito Vaoba sur CPAM radiounion.com. Radiounion.com, c'est PAM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec Henri Saint-Fleur, Jean-Emmanuel Pierre et moi-même, Jean-Ernest Pierre. Messieurs, c'est cette semaine que le titre 42 a pris fin. Titre 42, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est un règlement qu'on a eu sous l'ancien gouvernement, le précédent gouvernement avant, qu'il ne faut pas citer, n'est-ce pas, Donald Trump, qui a donc permis aux Américains, à l'occasion, parce que titre 42 a rapport surtout avec la COVID-19, n'est-ce pas? Donc, on trouvait le moyen de retourner les demandeurs, les gens sans papier, sans visa, qui se présentaient aux frontières des États-Unis en partant du Mexique ou en traversant le Mexique, n'est-ce pas? Et lorsque on a décrété que la COVID c'était derrière nous, donc il fallait donc enlever tous les vestiges de la COVID, donc y compris titre 42. Alors, les immigrants, les candidats à l'immigration aux États-Unis ont compris que c'était le moment d'affluer là-bas, mais Joe Biden l'avait prévu. Ceux qui l'appellent Joe l'endormi, là, n'ont peut-être pas raison, parce que vous avez remarqué que bien avant la fin du titre 42, il a préparé un programme pour les Haïtiens, les Nicaraguayens, Vénézuéliens, 4 pays, n'est-ce pas, de 30 000 visas par mois, n'est-ce pas, et disant à tous ces pays-là que vous allez, oui, avoir une chance de rentrer aux États-Unis, mais il ne faudra pas que ce soit par des moyens illégaux. Il faut que vous obteniez un visa dans votre pays d'origine. Alors, depuis la fin de ce titre 42, ils n'ont pas reçu d'immigrants véritablement. Ils étaient là en très grand nombre pour vouloir prendre d'assaut la frontière américaine, mais ils n'ont pas réussi parce qu'on les a repoussés en vertu de nouveaux règlements, tout simplement. Mais on l'avait analysé. Ouais. On avait analysé, pas en regard du titre 42, mais on disait que, ne serait-ce que par rapport à Haïti, le flot de plus en plus grand de migrants sur les plages de Floride, c'était gérer cette perspective. C'est-à-dire que essayer de mettre fin en créant une occasion qu'on bloquera un peu plus tard. C'est-à-dire, c'est de se donner, pas une certaine... C'est se donner une légalité dans un certain sens, puisque on n'a pas le droit d'entrer dans un pays sans papier, tout court, mais quand vous êtes un réfugié, il y a des considérations qu'on est obligé de faire. Et il dit, très bien, on sait que ce ne sont pas des réfugiés venus de pays
en grave crise humanitaire, si on veut, comme les guerres, les ci, les ça, etc. Ce sont des réfugiés économiques plus qu'autre chose. Donc, on va vous donner la possibilité d'y aller avec, de faire face à cette perspective de solution économique à vos problèmes, à vos tracas de misère. Mais en même temps, il faut qu'on arrête cette question à la frontière qui laisse la porte ouverte parce que les experts américains, en particulier dans le camp républicain, on le sait, estiment que dans la foulée de ces grandes traversées, il y a la possibilité que la sécurité intérieure de l'État soit aussi remise en question. Donc tu as une série de considérations qu'ils vont évoquer, justifiées par cette décision en amont de donner les 30 000 visas pour monter. Ça fait à peu près 400 000 visas accordés par année. Oui, Henri? Ce qui est très peu. Mais moi, et bien avant ça, la question qu'il faut poser, c'est à partir du moment que quelqu'un réclame le statut de réfugié, en quoi c'est un geste illégal? Non, en quoi c'est un geste illégal? Ce n'est jamais illégal, mais de rentrer sur le territoire de quelqu'un sans autorisation, en principe, on aurait tendance à dire que c'est illégal. Exemple, moi, mes clients ont fait toutes sortes de tactiques, de stratégies pour obtenir un passeport, changer de nom, entre autres, n'est-ce pas? Parce que la personne qui est l'objet de persécution dans son pays d'origine, et c'est cette personne-là qui va réclamer le statut de réfugié, ne peut pas crier « Je suis celui qui est poursuivi, que vous recherchez autorité ou en tout cas membre de gang, n'est-ce pas? Mais je vais obtenir un visa pour m'en aller aux États-Unis. » Non, tout ça se fait dans le secret le plus total. C'est dans des situations de détour, n'est-ce pas, que ces gens arrivent à quitter le territoire national. Et c'est en arrivant au pays où la personne veut réclamer le statut, n'est-ce pas, que souvent la personne va dire non, mon vrai nom, c'est pas Henri Saint-Fleur, c'est Jean-Emmanuel Pierre, parce que j'étais victime de difficultés et j'avais des difficultés. J'ai dû donc changer de nom, obtenir un passeport, faire un décollage ou je ne sais quoi. Hein? Oui, mais ça reste que c'est des démarches qui sont illégales, mais est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un dont la vie est menacée peut utiliser n'importe quel subterfuge pour rentrer et sauver sa vie, sauver sa peau? C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que ce qu'on a créé, c'est l'État-nation. L'État-nation, c'est de dire que c'est une façon de protéger un territoire donné et pour éviter le va-et-vient comme on veut. Hein. Alors, on crée l'État-nation, on crée des politiques qui se basent très souvent sur des concepts qui ne veulent absolument rien dire, de manière à bloquer les autres. Hein? Donc, moi, je trouve tout à fait légitime que des gens essaient par tous les moyens d'aboutir à une destination pour revendiquer le statut de réfugié. Et il n'y a rien d'illégal. On crée, au fait, ce que font les États-nations, c'est de créer des barrières pour pouvoir dire qu'ils sont illégaux et à ce moment-là, embarquer la population de manière générale dans ce processus et de leur faire croire que ces gens-là sont des illégaux. Bon, alors, on peut faire une discussion sémantique toute la journée. Ce qu'on appelle État-nation, oui, c'est un État physique, etc. Et puis, on crée la nation avec des rêves, avec des objectifs et tout ça. Mais on crée aussi un État avec des règles et des normes. Hein? Tout à fait d'accord. Et plus largement, on va signer des conventions avec d'autres pays, avec d'autres instances internationales qui vont nous forcer, qui vont nous obliger à accueillir, entre autres, des personnes dont la vie est menacée dans leur pays.
Alors, là où ça fait problème, justement, c'est comment obtenir un visa dans son pays si l'État du pays est complice dans les persécutions que dénonce la personne concernée. Quand l'État est incapable de protéger la personne, est-ce que c'est toujours possible d'obtenir un visa? Tous ceux qui vont chercher un visa, par exemple en Haïti, fameux visa Biden, auront beaucoup de difficultés à dire j'étais poursuivi, mais vous étiez poursuivi et pourtant vous avez pu déambuler et faire toutes les démarches pour obtenir un visa. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont un visa Biden ne peuvent pas réclamer et obtenir le statut de réfugié. Mais il est beaucoup plus défendable, c'est une cause qui est beaucoup plus défendable lorsque la personne exprime qu'elle avait des difficultés et qu'elle a dû fuir et ce n'est qu'en arrivant à l'extérieur qu'il a pu arranger ses affaires, etc., etc. Parce qu'on sait que quelqu'un qui a des difficultés ne peut pas déambuler comme il l'entend dans son pays, dans le pays où il est persécuté. Oui, mais les Américains avaient fait quelque chose qui était complètement aberrant pendant la période du coup d'État de 1991. Ils avaient ouvert sur l'ALU, il n'y a pas plus visible comme lieu, justement, c'est là qu'étaient les fameux bureaux qui donnaient la possibilité à des gens persécutés d'aller chercher la possibilité d'avoir un sauf-conduit, un truc pour réfugiés. Ce serait pas la première fois qu'ils le font, alors que les militaires étaient en puissance et FRAPP, le groupe paramilitaire, était en puissance. On dénonçait le fait qu'on mettait en danger les vies des militants, parce que moi, comme je le disais, c'était, selon moi, plus un truc pour une façon d'identifier les gens qui vont se faire massacrer dans les quartiers populaires un peu plus tard qu'autre chose. Parce que, en même temps, justement, la logique derrière ce que disait Jean-Ernest Pierre, comment quelqu'un qui est en danger, dont la vie est menacée, on peut l'exposer à ce point. Donc, je rappelle, c'était un petit rappel historique. Mais bon, comme on le sait, et c'est pourquoi tout à l'heure je parlais, dans cette guerre-là, on ne peut pas parler comme s'il n'y a jamais eu de violation internationale, comme s'il n'y a jamais eu de violation des droits, etc. On est dans un contexte de guerre où des marchands de guerre, des seigneurs de la guerre, viennent faire la leçon à un autre seigneur de la guerre, c'est-à-dire à la guerre comme à la guerre, de seigneur de guerre à seigneur de guerre. Moi, ce que je dis, dans tout ça, il faut se dire comment le monde peut sortir le moins amoché possible. Et c'est pour ça que comment le droit international, quand je dis le monde, comment le droit international peut sortir le moins amoché possible. Et c'est toutes ces leçons, par exemple, quand on parle de Vladimir Poutine qui devrait être devant un tribunal de guerre, devant ci, devant ça, pour le peuple ukrainien qui a été tué. Est-ce qu'on n'a jamais fait le bilan du nombre de morts qu'il y a eu dans une soi-disant guerre, mais c'était une évasion sans aucune justification? L'évasion de l'Irak, par exemple. La situation en Afghanistan. Combien de familles dans des opérations qui n'ont pas été très bien ciblées ont perdu la vie? Je me rappelle encore les images de ce mariage dans un petit village en Afghanistan qui a été bombardé parce qu'on recherchait des proches d'Al-Qaïda, etc. Il faut pas se barrer les yeux. Non, c'est ce que je dis. Il ne faut pas se barrer les yeux sur le fait que toute violation de la loi a commencé avec l'invasion de l'Ukraine. Non, mais non. Sérieux. Mais non.
La chose qui me répugne, je le dis, moi, c'est lorsqu'on analyse et qu'on analyse avec des grilles différentes, dépendamment qu'on parle de l'Occident ou qu'on parle ailleurs dans le monde. Là. On a critiqué cette façon de faire des Américains et dans cette guerre en Irak, la guerre du désert, c'était ça, n'est-ce pas? Tempête. Tempête du désert. On a critiqué et on a critiqué. Et parce que ce n'était pas régulier, ce n'était pas normal. Aujourd'hui, si Vladimir Poutine fait la même chose, et si mon père reviendrait dans ce monde et ferait la même chose, je le critiquerais aussi. Il faut qu'on soit capable de critiquer les gestes. C'est pas parce que c'est George Bush qui le faisait, c'était pas bon, et quand c'est Vladimir Poutine, c'est bon. Non. Ce n'est pas bon. J'avais critiqué George Bush. Je critique Vladimir Poutine. C'est là qu'intervient la notion d'autorité morale. Hein? Est-ce que les États-Unis ou la plupart des pays occidentaux ont l'autorité morale de dire à Vladimir Poutine ce qu'il fait n'est pas bon? D'accord? Ça, c'est une chose. Alors, mais attends. Revenons à cette question. Quand je parle d'État-nation... Non, mais quand tu parles de ça, là, est-ce que... Vous savez... La chose qui m'a le plus dérangé, c'était en quelle année Margaret Thatcher a traversé la Manche et toute l'Atlantique, n'est-ce pas, et est venue faire une guerre en Argentine. Personne, aucune puissance n'a osé lever le petit doigt pour dire non, vous êtes une puissance nucléaire, vous ne pouvez pas vous en prendre à un petit village comme comment s'appelait le terme? Les Malouines. C'était justement les Malouines. Alors, les gens, de même pour la guerre en Irak, c'est les Américains, eh ben, personne n'ose dire ce qu'ils pensaient de cette attaque qui était injustifiée. Mais c'est de votre faute. Si vous ne dites absolument rien, les Américains se croient autorisés à tout faire dans le monde. Non, il y a eu quand même un premier ministre du Canada dont on peut être fier des actions, qui s'appelait Jean Chrétien et qui a dit à George Bush, non, je ne participerai pas à cette guerre. Alors, il faut de plus en plus, l'exemple qu'on vient de donner, je pense que c'est un bel exemple, sauf qu'il ne faudra pas le faire pour l'Ukraine. Et lorsqu'un autre pays va être en difficulté et attaqué par un autre grand, n'est-ce pas? Et on ne lèvera pas le petit doigt. Oui, je suis d'accord avec toi. Dans la normalité, hein, dans ce qui devrait être, c'est comme ça qu'on devrait réagir. Mais je te rappelle que dans plusieurs régions du monde, la même chose se produit. Et il n'y a personne qui crie. C'est-à-dire que les Palestiniens sont en train de souffrir aux mains d'Israël, et je sais que c'est la chose interdite qu'il ne faut pas prononcer, mais ça se passe partout. Donc, il faut qu'on fasse la même chose. Alors, c'est pour ça que je parle d'autorité morale. As-tu vu le nombre de mesures, de résolutions qui sont prises non contraignantes depuis 1939, contre l'État d'Israël dans ce dossier de la Palestine, guerre avec... alors, est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a pas changé quelque chose, mais oui, c'est le seul droit que nous ayons de pouvoir critiquer et dire ce n'est pas correct, surtout lorsqu'on est dans la presse. On voit les choses, oui, ça c'est une bonne chose, non, ça c'est une mauvaise chose. Ça, c'est le droit qu'on a de critiquer. Oui, mais parce que lorsqu'on vient au micro, on a aussi le droit d'intervenir. Ben, ça c'est pour les pays. Nous ne pouvons pas intervenir. Nous, comme des humains. Pauvres nous. Mais il faut qu'à un certain moment donné, et c'est pour ça que je vois ça sous l'aspect d'autorité morale, à dire que ces pays-là qui font la leçon au monde n'ont aucune autorité morale pour le faire. C'est comme il s'appelle le fameux Farrakhan aux États-Unis. Louis Farrakhan, il avait dit, non, les États-Unis n'ont pas l'autorité morale, et en particulier le journaliste, de critiquer qui que ce soit compte tenu de leurs agissements. Et ça, il faut le répéter, et je suis d'accord avec toi sur ce point, parce que
Si on ne le répète pas, l'histoire va se répéter. Alors, on fait la pause, messieurs. On fait la pause tout de suite. On revient dans un instant immédiatement après, mesdames, messieurs, pour la suite de notre émission.